Les feux de Guédelon. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode des Feux de Guédelon, dans la forêt de Guédelon. Nous sommes avec Jean-Michel, le bûcheron, et nous allons cette semaine abattre l'arbre que nous avions choisi ensemble. Arbre qui va être destiné donc à faire un des chevrons de la charpente en poivrière, de la tour, de la chapelle. Alors nous avons amené des haches, mais pourquoi pas une scie, Jean-Michel? Parce que la scie est un instrument extrêmement rare à cette époque-là, surtout au XIIIe. On va la trouver à partir du XVIe, XVIIe. Je parle de la scie qui sert à abattre les arbres, qu'on appelle le passe-partout. Ah oui, c'est les grandes scies avec deux poignées. Tout à fait. Ce sont des scies qui sont très complexes à fabriquer. Il faut faire un acier tendu. À l'époque, c'est très délicat, c'est très difficile, apparemment très très cher. Il faut savoir qu'au XIIIe siècle, on trouve dans les métiers de charpentier une utilisation de la hache continue pour tous les assemblages. C'est-à-dire que même un charpentier n'a pas les moyens de se payer une scie pour tout travailler. Donc ils vont l'utiliser vraiment au minimum, tellement c'est rare et cher. Alors j'imagine qu'on n'abat pas un arbre à la hache de la même façon qu'on l'abat avec une scie. Voilà. En fait, le principe avec une scie, on va faire une entaille à l'avant, oui. Et on va couper l'ensemble du tronc par l'arrière. Ce qui fait en fait qu'on a fait l'entaille de direction et l'arbre tombe. Si vous faites la même chose à la hache, et ben en fait, il va se passer un phénomène simple, c'est qu'au bout d'un moment, l'arbre va se mettre en tension et il va se fendre en deux. Donc pour éviter ce phénomène, on va couper l'arbre en travaillant que par l'avant, là dans le sens où il doit tomber. Ah oui, alors d'ailleurs qu'on est devant l'arbre en fait. On est devant, donc devant sur le côté, il y a un risque minimum quand même. Mais il va falloir être vigilant puisque à un moment donné, l'arbre va casser. Alors tu m'avais dit aussi que parfois on pouvait étêter l'arbre. Alors, il y a un métier qui existe depuis bien avant le Moyen-Âge qui s'appelle éhoupeur. Celui qui monte, couper le houppier de l'arbre. Le houppier, c'est donc le sommet, la tête de l'arbre. Dans le cas où l'arbre est vraiment grand, rare, puisque les arbres de grande qualité, qui pour certaines pierres de charpente avoisinent plus de 20 mètres de long à cette époque-là, pour éviter que l'arbre se casse en tombant au sol, on monte dans l'arbre, on coupe le houppier, et à partir de ce moment-là, on vient abattre l'arbre. D'ailleurs, tout sera sûrement récupéré. Ensuite, toutes ces branches peuvent servir, j'imagine. Bien sûr, pour faire du bois de chauffage dans les différents fours, tuileries, forges, charbon de bois, par exemple. Eh oui. Ce qu'on avait déjà évoqué. Alors, alors là, tu vas attaquer comment? Eh bien là, en fait, je vais attaquer par devant comme ceci. Donc tu peux m'aider si tu veux. Ah bah, je veux bien, mais il faut que tu m'expliques. Eh ben, écoute, tu fais la même chose que moi, mais de l'autre côté. C'est-à-dire? Alors attends, j'essaye un coup. Ouais. Oula. Comme ça? Ouais. Coup, on fait un coup comme ça, un coup comme ça. Un coup à plat. Un coup comme ça, un coup comme ça. En fait, il faut dégager le copeau. Attends, j'essaye de comprendre. Un coup comme ça? Oui. Un coup comme ça? Oui. Plus bas peut-être? Un peu plus bas. Reste, en fait, il faut que ton angle de coupe soit la première fois plus vertical, et après que tu viennes couper le copeau en dessous. Attention quand tu fais vertical que ça n'arrive pas sur ta jambe. Donc j'essaye encore un coup, tu me dis si c'est bon. Un coup comme ça? Oui. Et là, tu fais sauter le copeau, voilà. Très bien. Et ben, je peux partir, moi c'est bon. Attends, je ne sais pas si je suis très doué, mais bon. Je vais en faire un petit peu de mon côté. Donc il faut en fait que l'entaille soit très très propre. On sent toute la forêt qui résonne. Ah, il est bien, il va bien. Je te laisse gérer parce que c'est technique là. Attention à toi que je te fasse pas. Oui, attends, je vais repasser de l'autre côté. Oh, jamais devant. Ouais, pardon. Ah oui, jamais vrai devant. Que ça peut tomber. Il peut casser. Ça tire, hein. On sent qu'il est pas loin. Je te laisse l'honneur. C'est-à-dire? Eh bien, en fait. Il y a le dernier petit coup. Plusieurs petits. On va en mettre quand même quelques-uns derrière là pour assurer. Tu vas en mettre quelques-uns derrière, comme ça un bois qui est tendu, il va. Alors moi je suis pas forcément du bon côté là, mais bon.
Ici, par là? Ouais. Un peu plus bas, voilà. N'oublie pas un peu de temps en temps l'horizontale aussi pour enlever le copeau que tu es en train de faire. Je ne suis pas dans le bon sens. Ah, si tu sens que c'est un risque. Non, c'est pas vraiment à ma main. Ah ouais. Ah, vas-y, je te laisse finir. Hop, ça y est, ça part. Ça y est, ça tout part. Waouh, Waouh. c'est impressionnant. Ouais. Alors, donc ça y est, alors là on a le cœur de l'arbre ici. Hein. Alors le cœur, en fait, c'est ce point-là, c'est le point central. Donc on voit bien qu'avec la hache, quand on a tapé devant pour le faire tomber, on a dépassé ce point-là. Donc Ouais. à partir du moment où les coups de hache ont dépassé ce point-là, il n'y a plus de risque de fente de l'arbre sur la partie centrale. Ouais, ce que tu nous Ce disais que tout je à vous l'heure. expliquais tout à l'heure. Hein. On a donc dépassé. Il y a un moment, l'arbre s'est mis en tension. Donc pour accélérer la chute, on a donné quelques coups de hache derrière et tu as vu, c'est parti très rapidement. D'accord. Et là, donc, on a vraiment une coupe qui descend comme ça. Alors cette coupe est typique de ce qu'on peut voir dans les gravures de l'époque. Toutes les gravures qui représentent des abattages d'arbres, on a une coupe à la hache qui est faite avec une pente unidirectionnelle et des arbres en feuilles. On n'a jamais d'arbres considérés comme étant battus en période d'hiver. D'accord. Et du coup, là maintenant, tu pourrais me le dire, là, l'âge de l'arbre? Ah oui, là, tout à fait. Hein. Si je prends mon pouce comme mesure, en fait, en posant mon pouce, je m'aperçois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 années. 8 années par largeur de pouce. Donc 1, je vais le faire, 2, 3, 4, 5. 8 par Oui. pouce? Ouais, Il a- 8 années par largeur de pouce. Donc il a 40 ans. Il est un peu plus jeune que moi. Bah oui. On Bon. le voit bien, il y a des croissances qui sont de l'ordre de 3 mm par année. Donc c'est facile à calculer. Bon, bah écoute, C'est un comptage approximatif, on est d'accord. on est d'accord. Voilà. Bravo, merci Jean-Michel, parce que c'est Je t'en prie. la première fois que j'abats un Mais arbre. c'est pas fini. Hein. Maintenant, il faut éhouper, tronçonner, hein, couper le bois à longueur pour le reste de l'opération. Ah oui, il y a encore du boulot. Encore un petit peu. Bon, bah à ce On n'est pas moment-là, couché, on n'est pas couché. je te propose qu'on se retrouve alors la semaine prochaine. Pas de problème. Hein, on va se retrouver tous ensemble la semaine prochaine bah, pour voir toute la suite des événements, c'est-à-dire déhouper, Éhouper. éhouper et ensuite équarrir. Et carrière. Et ben, à la semaine prochaine Jean-Michel. That is the question. Johan, Florian, est-ce que tu connais l'homme vert? qu'est-ce que c'est que cette histoire d'homme vert? L'homme vert, au Moyen-Âge, c'est l'incarnation d'un être qui représente les forces invisibles de la nature et de la forêt. Ici, on est dans la forêt de Guédelon. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est observé? Qu'il y a quelque chose qui veut communiquer avec nous à travers les feuilles, à travers le chant des oiseaux? Au Moyen-Âge, la forêt fait peur. Elle est l'univers non ordonné. Elle est aussi l'univers du monde ancien, du monde celte, des anciennes croyances, des arbres sacrés, des sources. Et du coup, au XIIe et XIIIe siècle, dans l'architecture, pour calmer le jeu, pour intégrer ces forces et essayer de leur donner une présentation dans la cité, eh bien on va représenter l'homme vert, un visage dans une feuille d'arbre, dans les cathédrales, dans les églises, même dans de l'architecture civile. On rend ainsi aux édifices la place de tout le monde dans cette société. Le Dieu chrétien est représenté comme un grand architecte qui intègre tout le monde. Comme un grand chêne. Exactement. Et donc nous on a fait rentrer à Guédelon dans notre architecture cette mère nature. C'est pareil. Aussi bien les cathédrales vont utiliser finalement l'image de la voûte des arbres, l'image de leur fût pour représenter les piliers et fleurir la totalité finalement de leur décoration. Les cathédrales sont des bouquets de sculptures de feuillage. À Guédelon, c'est pareil. Cet hommage à la nature, on l'a dans la tour maîtresse. Dans la voûte du rez-de-chaussée et la voûte de l'étage, les clés de voûte, Oui. rappelle-toi, ce sont des sculptures de feuilles de chêne. Eh oui, c'est vrai. C'est un salut que l'on rend à Mère Nature, à la forêt. Du côté de la chapelle, au niveau de sa voûte, eh bien, les corbeilles de feuillage qui sont sculptées sont un hommage
au roi Philippe Auguste, qui a représenté les mêmes corbeilles à l'étage de la tour maîtresse du château de Dourdan. Et quant à la clé de la voûte de la chapelle, Ouais. eh bien, c'est un hommage au collège de Cluny, un édifice qui a disparu au XIXe siècle, mais dont on a conservé les clés de voûte. C'est une magnifique feuille qui s'enroule et qui représente finalement la nature vivante. D'accord, donc on a intégré la forêt dans le château. Exactement, on l'a pétrifiée, on l'a mis dans la pierre, mais pour la magnifier. Et ce que le gothique représente par rapport à la nature, il y a un poète du XIXe siècle qui s'appelle Charles Baudelaire, qui l'a parfaitement décrit. Il parle de la nature en partant du gothique. Rappelle-toi, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. C'est l'homme vert. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cette belle anecdote. Et puis peut-être à bientôt dans la forêt. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine.